Et toujours sur la station Radio Sous-Pente, la station des Rapins 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Araka est consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique, où nous allons nous aventurer tout de suite. L'atelier du non-faire. Un drôle de beau blase pour faire de l'art, et pas du n'importe quoi, mais un art qui ne fait pas dans le business, ni dans le paraître, qui ne fréquente ni galerie, ni foire de l'art, ni salon, qui sont aussi des foiridons. Non, il accueille, offre ses espaces, son matos, pinceau, barbouille, support, chevalet, et surtout la paix qui favorise l'acte créateur. Pas de critique ici, de gens qui jugent, de gens qui jaugent, de gens qui sentencent, ramènent leur science pour l'écrire plus simplement. Pour non faire, on fait et on défait, enfin je le suppose, car on ne m'en a pas informé. Mais reniflant un peu le lieu, je ne dois pas vraiment m'égourer. Quoique. Ma camarade et moi connaissons au moins une artiste qui a fréquenté assidûment l'atelier. 15 années, un bail, qui la dernière fois qu'elle y est retournée n'a pas eu la force d'y rester plus d'une heure, prétestant le froid polaire du lieu, sans chauffage, sans eau, sans électricité. Ce n'est pas faux d'écrire qu'en ce mois de décembre, la chaleur vaquait à ses occupations dans des contrées plus riantes. Une excuse qui n'a trompé personne de celles qui la connaissent. Et nous, on la connaît un petit peu. Rentrée chez elle, elle a pleuré une bonne plombe. L'assaut de 15 années de souvenirs heureux, dédiés à la création, à la chaleur de l'amitié qui botte le cul de la solitude qui guette inlassablement, pour qu'à la moindre absence de fraternité, elles bondissent et détruisent tout ce qui se construit de bien, de beau, d'impossible, d'humain. Je dois avouer, et ce ne sera pas, même si ce n'est pas le seul aveu, pénible ni extorqué sur la contrainte d'une fessée au martinet, que le petit coin de paradis où étaient rassemblées quelques œuvres de Sabine m'a profondément touché. Et un fracassant merci à la bénévole qui a fait s'accomplir ce miracle. Une infime partie de l'énorme, impossible profusion d'œuvres de cet artiste hors norme par la qualité, la quantité de barbouilles, de sculptures mises au monde par ses mains, son cœur, son âme. Sur le fondement, Pépère, c'est ma pomme, hein, vous avez compris. Hein. J'ai un fondement assez musclé, mais quand même. Voilà. Je me suis embrouillé tant le parcours dans le méandre des entassements de toile hors châssis, de papier grand format et de châssis entoilés, posés, eux, en couche verticale, était une sorte de chemin de Damas, au bout duquel la lumière jaillit, claire et blanche, comme un premier matin du monde. Paf, je suis rincé. Dans un local minuscule, une dizaine de personnes rassemblées pour partager un pique-nique quasi familial. À en oublier la morsure vislarde du froid qui ne démordait pas. Une soupe chaude, de la charcutaille, des gâteaux faits maison, miam miam, et des blablas auxquels je n'ai pas vraiment participé. Je n'étais pas un militant comme la plupart des convives, militant de cette cause indéfendable, la pérennité de ce lieu qui résiste à la fin qu'on veut lui imposer. Pensez l'atelier du non-faire en pleine période productiviste, matérialiste, consumériste, où seul le dieu pognon peut prétendre à la vie. On doit penser, manger, chier, crever, pourrir de fer, créer bon Dieu de nom de Dieu de bordel à cul de Saint-Vierge-en-Cloc. Or, pas de salut. Faut qu'on se foute ça dans la tronche sous peine de mort. Pas plus, pas moins. Alors vive encore longtemps dans la mémoire des hommes l'atelier du non-faire. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce qu'on a vécu samedi. C'était effectivement une découverte. On avait reçu Sabine dans l'émission Arakai au mois d'avril 2016. Et Sabine, on mettra à la fin justement un extrait de l'émission où elle nous racontait comment elle avait travaillé là-bas et dans quelles conditions et tout ce que ça lui a apporté. Et nous, on connaissait pas ce lieu. Alors,
le pavillon 53 fait partie de l'ensemble Maison Blanche, c'est à Neuilly-sur-Marne. Il y a Maison Blanche, en face il y a Villévrard, et Maison Blanche, en fait c'est je ne sais pas combien d'hectares de pavillons effectivement disséminés à plusieurs endroits, des pavillons d'architecture différentes qui ont été construits à différentes époques. Et donc, une partie de ces pavillons sont amenés à être démolis parce que sur ce lieu, il y a dans le cadre des projets du Grand Paris, il y a une vaste construction. Il y a je ne sais pas combien de logements, entre 1000 et 2000 logements qui vont être construits avec des espaces verts. Enfin, une opération immobilière géante. Voilà, comme le Grand Paris sait en faire avec une arrivée de métro juste en face. Et donc, ce pavillon va être démoli parce qu'on ne peut pas le conserver. En fait, sa construction ne permet pas de pouvoir en faire une partie habitable. Donc là, il est avec toutes ces œuvres. Au plus fort du travail, je crois, d'un Atelier du Non-Faire, il y avait 8000 œuvres. Là, il en reste moins. Il y a eu des pillages. Et puis, ils en ont foutu à la benne aussi. Enfin, c'est l'hôpital qui a fait venir une benne pour les balancer aux ordures, quoi, carrément. Je veux dire, pour un hôpital, c'est quand même un peu curieux. Hein. Surtout un hôpital psychiatrique. Donc, c'est vrai que nous, on était ravis de découvrir ce bâtiment avec toutes ces ailes remplies, comme tu me dis, de tableaux, de toiles, de châssis, enfin de petites sculptures, même dans une ancienne cuisine, je pense. Et en même temps mortifié quand on s'est rendu compte du projet qu'il allait avoir sur place. Alors au retour, on a discuté avec un jeune architecte qui a participé justement à notre petit pique-nique, qui nous a expliqué que le projet, il y avait quand même une des envies de conserver les bâtiments les plus intéressants, les bâtiments de la période, bâtiments un peu à l'anglaise qui pouvaient faire des appartements en duplex, que ce parc avait 2900 arbres, qu'ils allaient en conserver 2400 parce qu'effectivement on a vu un cèdre, on a vu plein d'arbres. Des arbres remarquables, comme on dit, quoi, c'est-à-dire des essences exotiques magnifiques. Oui, parce qu'il nous expliquait que le créateur de Maison Blanche, en fait, était un passionné d'arboriculture, donc il y avait plein d'essences différentes. Tout à fait. Non, mais il faut voir, mais c'est inimaginable. C'est immense. Enfin, Villévrard en face, c'est pas moins immense. Hein. Disons que Maison Blanche, je pense que c'est plus ancien. Parce que ça date du début du XXe siècle, de 1904 ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme vient de l'évoquer ma camarade, il y a différentes périodes de construction, donc ils vont garder comme elle dit encore. Moi je répétais chez un perroquet. J'aime bien l'idée d'être un perroquet. Enfin bref, on les a vus, c'est vrai qu'il y a des bâtiments, ça touche, quoi. C'est quelque chose, c'est de la brique, c'est des choses comme ça qu'on aime beaucoup. Et justement, le travail de cet architecte, il a travaillé 7 mois, c'est pour ça qu'on était étonné quand on l'a rencontré dans le bus au retour, on se dit tiens, il a quand même une connaissance assez pointue. Oui, il a bossé 7 mois sur le lieu et lui a fait une relation donc entre l'architecture des bâtiments et les soins qui étaient dispensés par parce qu'effectivement on dispensait des soins différents selon les époques, quoi. Et il a même fait un mémoire, je pense, sur l'atelier du non-faire qu'il a inclus dans son travail. Non, mais c'est remarquable parce que c'est un jeune architecte. Il est toujours en école, mais il fait une année supplémentaire pour se spécialiser dans une discipline particulière, mais je ne savais pas, à Marne-la-Vallée, une école supérieure de Beaux-Arts. Et là, c'est là qu'il fait ses études. Moi, je lui demande tout bêtement, vous êtes au Beaux-Arts, donc oui, à l'heure. Non, c'est pas les Beaux-Arts, Robert, c'est une école d'architecture. Oui, mais ça fait partie des Beaux-Arts quand même. Oui, non, pas des Beaux-Arts, mais je veux dire des arts beaux, si tu veux, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Non, mais une connaissance, puis il explique des choses qui on j'imagine, dans le langage technique ou technocratique, serait totalement incompréhensible, mais lui, on comprenait tout. Ça, c'est formidable. Et il avait l'air en plus passionné, parce que il est resté avec nous là dans ce glacial, hein, le pavillon, parce que je vous dis, il n'y a ni chauffage, ni eau, ni électricité. C'est complètement laissé à l'abandon. Il est resté avec nous pendant tout l'après-midi. C'est un des derniers à partir comme nous, voilà. Et c'est quand même, ça fait du bien de rencontrer des très jeunes gens comme ça, aussi passionnés pour des questions, parce que ils sont passionnés, mais sans être sûrs, en fin de compte, que leur passion va trouver sa récompense au bout du parcours, parce que c'est toujours incertain. Il y a tellement de facteurs qui sont en cause. Déjà, on a vu, il y avait 5 pavillons à l'entrée du château, ils appellent ça le château, à l'entrée de Maison Blanche. Il y avait 5 pavillons en préfabriqué, des promoteurs
Alors vous aviez tous Bouygues, Vinci, etc. Tous ils étaient là. Ils se partagent le gâteau, hein, parce que c'est un gâteau sacrément riche en protéines, hein, je dois dire. Hein. Bon, voilà. Mais ce jeune homme d'abord il nous a apaisés, parce que nous on était complètement fous furieux en sortant de là, en se disant tout ça va disparaître pour faire bon. Bref. Eh ben non, il nous a bien dit non, les arbres, la plupart des arbres vont rester, etc. On va sauver des pavillons parce qu'on peut y construire dedans, on peut réaménager pour faire des logements, des duplex, etc., etc. Ouais, il nous a fait du bien. Ouais, il nous a fait même. du bien. Ouais. Et je vous assure que cette pérégrination dans les locaux du non-fer, enfin ce qu'il en reste en tout cas, les locaux ils sont toujours là, mais là. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'entassement prodigieux d'œuvres de toutes sortes, voilà, c'est quelque chose qui vraiment bouleverse. Enfin, même si vous n'êtes pas un artiste, même si vous avez... Et il y avait alors. On a trouvé, enfin ma camarade a trouvé un petit documentaire qu'elle va mettre sur le blog et que vous pourrez consulter. C'est un petit film où il y a un des anciens pensionnaires de l'atelier de l'enfer qui était là. Il était plus vieux, il avait une barbe fournie, etc. Alors que dans le documentaire, mais c'est lui, et qui envoie paître un visiteur du enfer qui commence à parler d'art brut. Alors là, il avait dit la chose qu'il fallait pas dire. Et l'autre, il le renvoie dans les filets, là, mais vraiment d'une manière assez... Puis à la fin de la tirade, l'autre se tire, et il dit, j'ai peut-être été un peu fort quand même, hein, je crois. Alors que c'est vraiment pas quelqu'un de violent du tout. Ouais, voilà. Parce qu'effectivement, ce pavillon étant détruit, maintenant on se pose la question de la conservation des œuvres. Donc l'idée, il a fallu trouver... il y a une association donc, qui va pouvoir récupérer ces œuvres. Donc là, il y a un gros travail de tri, d'archivage, de mettre un peu par artiste, voir comment ils vont travailler sur toutes ces œuvres pour après les mettre... les protéger, quoi. Ouais, tout ça, parce que si il y en a une telle, par exemple, simplement Sabine, mais elle a travaillé 15 ans là. Alors, quand on sait à quelle cadence elle travaille, je ne sais pas combien qu'elle a fait, sûrement plus de 1000 œuvres. Et là, ils ont mis dans un petit local, ils en ont sélectionné quelques-unes, mais remarquez, moi j'ai été bouleversé parce que pour moi c'est la meilleure. Peut-être parce que je la connais, mais bon, vraiment, son travail c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais si vous voulez classer des choses comme ça, alors que c'est pas du tout. Par exemple, il y a une jeune femme qui s'appelle Aude, qui a une émission à Radio Libertaire, comment s'appelle son émission ? Transbord. Et qui est impliquée là-dedans depuis 25 ans. Elle a commencé toute jeune, parce qu'elle a une quarantaine d'années, et elle nous en parlait, mais vraiment, encore quelqu'un, une vraie militante, convaincue, qui a passé des heures et des heures et des heures, bénévolement, à organiser, à machiner tout. C'est invraisemblable. C'est une psychologue de formation, voilà, il en a des beaux restes de sa formation, mais voilà, ce sont des gens, des militants de terrain qui sont investis complètement là-dedans pour que dalle, et voilà, et comme d'habitude, les militants, c'est leur destin, ils sont remerciés avec une indifférence complètement imbécile des pouvoirs publics qui les emploient. Quoi. Ouais, quoique là, elle semblait quand même rassurée par l'assaut qui reprend les œuvres, parce qu'il y a quand même l'esprit de garder ce travail. Apparemment, ils avaient eu affaire avant à des gestionnaires qui, eux, parlaient déjà à contacter Beaubourg, enfin, parlaient plus, comme elle dit, de savoir les petits fours qu'on allait servir le jour du vernissage, plutôt que la pérennité de ces œuvres. Oui, et le respect des gens qui les ont faites. Absolument, oui, le respect de la création, tout simplement. Et puis un autre, un responsable des gemmes de l'Est de Paris, je sais pas quoi, qui était son supérieur hiérarchique et qui disait oui, alors on va sélectionner un peu tout ça, et les croûtes, de côté. Mais qu'est-ce que ça veut dire des croûtes ? Enfin, et cette jeune femme était complètement indignée par un raisonnement pareil, et elle l'a fait savoir, et en fin de compte, elle a obtenu gain de cause auprès de son supérieur, qui lui a, c'était pas complètement un imbécile, qui lui a dit en fin de parcours, oui, écoute, effectivement, t'as raison, bon, voilà. Mais les gens, si vous voulez, on est dans une espèce d'univers artistique, mais pour moi, c'est ça, l'art, vraiment.
C'est pas les pétarades des artistes à la mode dans les salons d'art contemporain, à la FIAC, et dans toutes ces choses-là. C'est là que ça se passe vraiment pour moi, parce que ce sont des artistes qui produisent sans aucune idée de négocier leur travail contre de la monnaie, contre une célébrité, contre etc. Voilà, ils sont pour moi emblématiques de ce que je recherche dans la création artistique, qu'elle soit plastique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit poétique, toutes les formes de création plastique, théâtrale, cinématographique, photographique. Voilà, c'est ça l'art. Ouais, bon, et là justement après on va revenir un peu sur comment cet atelier a existé, qui était à l'initiative de tout ce travail formidable. Et qui a trouvé le nom Atelier du non-faire, parce que c'est quelqu'un, c'est une personne, une femme qui a travaillé là, une femme qui était internée dans cet hôpital, qui a trouvé ce nom que je trouve absolument extraordinaire. Son esprit l'a quitté dans les carrelages blancs. Ici la déesse traquée hurle de temps en temps. Là où les dés sont truqués un peu trop souvent. Là où on offre de force des tonnes de calmants. Elle a brisé la glace pour ne plus se voir en face. Elle a dansé tant de malheurs en confondant le pire, en oubliant le meilleur perdu dans ses traces. Elle regarde ceux qui l'entourent et se met à sourire. Pauvre fille perdue dans ces vieux drames, assez débile pour habiter mes démons et mon âme. On l'a dit folle pour parler à la mort, mais pour l'instant, elle se tient encore. Elle se bloque toujours sous les échelles. Elle porte la poisse à tous ceux qui la croisent. Pour elle c'est toujours l'île aux merveilles, quand tous les félins sont noirs. Et puis elle entend des sons, elle se dit que c'est la mer. Elle défie du menton les gels et cliniques. Bienvenue dans son état somnifère, où sa survie reste chimique. Alors elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va tenter de se tirer d'ici, ce sera sûrement un jeudi. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Pour l'instant, elle se tient encore. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Elle commence à perdre son calme. Pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle pourra enfin regagner le calme et ne plus être à genoux. Et puis elle va vous condamner tous un par un, et vous n'aurez alors plus aucune chance. On verra alors même trembler ses mains quand viendra l'heure de votre sentence. Vous rêverez dans le pavillon des fous, vous croirez sortir un jour, mais pas du tout. Vous resterez dans le pavillon des fous, et vous connaîtrez à votre tour ce à quoi elle rêve. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va pouvoir enfin se venger de vous. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle pourra enfin regagner le calme et ne plus être à genoux. Pavillon des fous, interprété par Café Bertrand.
Et vous êtes où, je vous le demande? Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois, sans loi, sans corvette. L'émission Art Racaille, consacrée pour sa partie artistique aujourd'hui, à l'atelier du non-faire. Et tout de suite, ma camarade Piquécou va vous parler de celui qui est à l'initiative de cet atelier. Voilà, Christian Sabas. Alors, c'est un article, en fait, je vais reprendre un article qui était paru dans Libération en 1997, un article qui était rédigé par Éric Favreau. Alors voilà, Christian Sabas, 44 ans, infirmier psychiatrique, orchestre un atelier d'art où les fous se libèrent, Goya infirmier, c'est ainsi qu'il intitulait son article. Alors Christian Sabas est un cas, c'est-à-dire incasable, ce qui est somme toute logique chez quelqu'un qui a horreur d'enfermer les autres dans des étiquettes. C'est la vie, je ne saucissonne pas, dit-il. Un caméléon, un fou ou bien un clown, un inconscient, un artiste, un rasta, un joueur d'échecs ou de tennis. Certes, il est un peu tout ça, mais aussi et d'abord un infirmier. Bêtement, un infirmier psychiatrique comme l'indique sa profession, c'est-à-dire une personne habilitée à donner aux malades les soins nécessités par leur état selon la définition du Robert. Je ne cherche pas à faire quelque chose de spécial ou de marginal, je suis comme ça, je suis content de faire ce truc-là. 10 heures devant la porte du pavillon de l'atelier du non-faire, 3 personnes attendent. C'est un lieu unique, ouvert à tout vent, planté en plein milieu de l'immense hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, près de Paris. Des malades mentaux, des cas souvent très graves, vont et viennent, peignent et écrivent, sculptent ou font de la musique. Christian Sabas ouvre la porte de ce hangar, grand comme le Louvre. On s'y perd, il y a des tableaux partout, des mots peints sur les murs, de longs couloirs remplis de couleurs éclatantes ou sinistres. Christian, c'est le maître de maison, dit joliment une malade. Le lieu est très grand, parfois je me cache au bout d'une pièce, et c'est vrai qu'à chaque fois les patients me cherchent, ils ont besoin de savoir que je suis là, dans le lieu. À l'extrémité du bâtiment, un malade a insisté pour peindre sur une porte la silhouette de Christian. Bonne idée, il est toujours là, comme un point d'ancrage. Rarement un lieu a autant collé à la peau de quelqu'un. En 1983, l'ancien chef de service de ce secteur de psychiatrie ne savait quoi faire de ce Sabas. Infirmier, agaçant, toujours à part, n'en finissant jamais de jouer aux échecs avec les malades. Et ce psychiatre en chef lui a dit « J'en ai assez de vous, mais je suis obligé de reconnaître qu'avec certains malades, vous avez un contact unique. Alors débrouillez-vous, faites un atelier, il y a des bâtiments libres, allez-y. » Et ça a marché. Au début, ils m'ont donné des gens, des surveillants, raconte Christian, mais ils venaient pour diriger. Et là, il n'y a rien à diriger. Janine Yamas, psychiatre du secteur, Sabas, c'est un truc incroyable. Il a la bonne distance, comme ça, naturellement avec les malades. Il sait s'approcher et puis s'éloigner peu à peu, tout doucement, s'il a été trop près. Sabas précise juste, je ne pleure pas avec les malades. Quand ils viennent ici, je ne leur demande rien et surtout pas pourquoi ils viennent. Leur dossier médical ne m'intéresse pas. Une scène cocasse. Ce jour-là, sous l'imposant plafond du Conseil économique et social, se tenait un débat sur l'art et la thérapie des maladies mentales. Dans le vaste hall s'étalaient d'immenses tableaux peints par des fous, et pour y participer du beau monde, des psychiatres, des médecins-chefs, le directeur même de l'hôpital psychiatrique Maison-Blanche était présent. Et tous théorisaient et s'emballaient sur la créativité thérapeutique, dissertant sur l'art fou de cet atelier du non-faire à l'origine de l'exposition. Christian Sabas ne disait rien. Un moment, il lâche. C'est juste un peu d'amour. Silence. Puis une juriste est repartie aussitôt sur la redoutable question de la propriété intellectuelle. À qui appartient le tableau peint par une personne qui n'a pas toute sa tête? Christian Sabas en sourit, il en rit même. Les psychiatres, quand ils viennent à l'atelier, ils veulent toujours récupérer les tableaux des patients pour les mettre, disent-ils, dans leur service. Ça fait bien, non? Moi, les tableaux, je n'ai pas d'idée. Je les regarde, je n'essaye pas de les comprendre. Il raconte juste. La seule fois où j'étais mal angoissée, c'est quand un médecin-chef est venu me voir, me disant qu'un de ses patients voulait aller dans l'atelier. Je lui dis, ben oui, qu'il vienne, la porte est toujours ouverte. Ce médecin a ajouté, oui, mais il a tué. Je ne sais pas, je trouvais ça totalement déplacé de me dire ça, c'était grossier. Ici, les gens viennent, ils sont dans l'urgence. Il faut qu'ils vident quelque chose, qu'ils se débarrassent d'angoisse. Alors ils tapent sur la batterie ou font un tableau. Jamais il n'y a eu le moindre problème. Pas de problème? Si, l'envers du décor. Ah, que ce serait bien si cela voulait dire que tout est simple et tranquille, sans trou noir ni malheur.
Christian Sabas étant le miroir du bon sauvage qui passe à travers toutes les tempêtes grâce à sa naïveté. C'est évidemment une autre histoire. Christian Sabas, c'est aussi une enfance en Guadeloupe dans une famille pauvre, un père un peu âgé et une mère qu'il aimait moins, puis, comme tant d'autres Antillais, le chemin obligé du départ, l'arrivée en métropole en 1973 pour le travail. J'ai passé le premier concours que j'ai eu dans le journal, c'était infirmier psychiatrique à l'hôpital de Maison-Blanche, les études étaient payées. La folie ne lui faisait pas peur, je n'en avais aucune image, sauf les fêtes à Saint-Claude en Guadeloupe, où les fous dansaient avec nous. Le hasard donc, faut-il y croire, je ne suis pas sorcier, répète-t-il. Le passé, il n'en parle pas trop, ni des années de galère, ni de ces 2 voyages qui l'ont profondément transformé, l'un à Berlin, l'autre en Afrique. Christian Sabas a mûri, et le résultat est là, aujourd'hui, avec cette incroyable présence auprès des malades, cette manière d'être comme un funambule devant l'autre, sans le brusquer, sans l'oublier non plus. Il marche, il est là avec eux, n'ayant rien d'autre à proposer qu'un peu de musique ou un bout de pinceau. Toujours très vigilant, jetant des coups d'œil pour s'assurer qu'un tel est encore là. Parfois il y a des moments inouïs, comme cette fin d'après-midi là, alors que tout semble partir dans tous les sens, plusieurs malades se mettent à jouer de la guitare, à taper du tambour, et ça prend et ça reprend, et l'un se met à chanter, et l'on dirait comme une mélodie. Les psychiatres n'aiment pas trop que les malades aient du plaisir, notre Sabas. Dans mon atelier, il n'y a pas de montre, pas de pendule, alors que dans les services de soins, c'est toujours l'heure du goûter, l'heure du médicament, l'heure des sorties. Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle l'atelier du non-faire. Et puis il y a le soir. À 18h, Christian Sabas s'en va. Il part à 15 km de l'hôpital, près de Marne-la-Vallée, dans une ferme. Une aile du bâtiment lui sert d'atelier. Là, il peint, seul, tous les jours, tout le temps, mais toujours après le travail. Il peint des êtres humains, des foules. Il peint à la Goya, des formes qui sortent de terre et peu à peu prennent des visages. Peindre, ça m'aide à marcher, à rester debout, en équilibre. Dans son atelier, il parle beaucoup de la mort. Il faut en parler beaucoup, c'est ça qui donne envie de vivre, dit-il. Il peint sur des vieilles toiles de jute, on marche dessus. Mes tableaux, parfois, je les appelle mes cadavres. Et moi, je suis en vie. Voilà un portrait de Christian Sabas, qui depuis, effectivement, on verra, Sabine va le raconter, est parti à la retraite et est parti vivre en Guadeloupe. Magnifique. Magnifique texte. Bien sûr, il y a la guerre d'Irlande. Il est peuplade sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Il y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur pour mon tourner. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans. Notre impuissance à les aider.
amours qui ont mal aux dents. Bien sûr le temps qui va trop vite, ce métro rempli de noyés, la vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer, bien sûr nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer, Voir un ami pleurer, Arnaud. Oui, vous êtes toujours sur Radio Soupant, plus pour très longtemps. La station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Araka, qui était consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique, je termine, à l'atelier du non-faire. On va quand même écouter Sabine. On va quand même écouter. Oui, là, je partais, moi. Oui, oui, je sentais qu'il partait. Oui, en dernière partie, en fait, qu'on avait reçu Sabine, donc en avril 2016, qui était venue se raconter le non-faire. Et donc, on a repris une partie de cette émission qu'on met donc dans cette dernière partie. C'est une belle façon de clore cette histoire du non-faire. Tout à fait. Enfin, clore pas complètement, puisque le bail de l'atelier du non-faire est valable jusqu'en décembre 2019. Donc, il y a un an pour en fait fermer ce lieu, archiver et ranger ces toiles. Il y aura des ouvertures qui vont être organisées à peu près tous les 15 jours durant une année. Donc, s'il y a des auditeurs qui ont envie de venir découvrir ce lieu, vous nous contactez sur notre blog ou sur notre mail et on pourra vous dire comment ce sera possible d'y aller, les jours où ce sera possible. Tout à fait. On prend des précautions parce que, si vous voulez, il y a eu pas mal de dégradations, de vols, de vols de toiles. C'est-à-dire, c'est que les toiles sont découpées au cutter sur les châssis pour être plus facilement transportables, on pense. Voilà, donc c'est pour éviter un petit peu tout ça qu'on doit prendre des précautions pour aller visiter, pas pour donner l'adresse et pour dire quand et comment on peut y aller. Voilà, donc on laisse la place à Sabine pour terminer la partie artistique de cette émission. Bon, mon travail s'est axé surtout depuis une quinzaine d'années autour des lieux alternatifs, des lieux collectifs, comme tu disais, des lieux communautaires, des lieux et en particulier de l'atelier du non-faire, qui a été pour moi une vraie découverte, c'est-à-dire que on pensait pouvoir dans un endroit collectif pouvoir vraiment peindre sans jugement, sans penser à faire beau, sans vouloir faire joli, sans respecter des critères de beauté. Et c'était un endroit, donc je vais un peu situer le cadre, c'est un endroit, ça se passait à Maison-Blanche, à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, et c'est un infirmier en psychiatrie qui s'appelle Christian Sabas, qui, au lieu de faire des piqûres, a préféré faire peindre les gens. Voilà, il était contre la psychiatrie traditionnelle, et il pensait que c'était un soin et une amélioration de la vie des patients que de les faire peindre, de les faire jouer de la musique, plutôt que de leur faire succomber à des traitements chimiques. Donc en fait, l'atelier du non-faire a démarré il y a 40 ans à Maison-Blanche,
Et aujourd'hui, il y a plus de 8000 toiles qui sont toujours dans ce lieu où tous les patients sont passés pour s'exprimer, pour peindre, pour soulager leurs souffrances, pour partager un moment de convivialité avec Christian. Et moi, j'ai pu rejoindre cet endroit il y a un peu plus de 10 ans. Et j'ai trouvé là quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que il y avait une forme d'humanité très très grande. Il n'y avait pas de code. On pouvait peindre le pavillon étant très haut et très très grand. On pouvait peindre sur des grands formats de manière tout à fait libre. Et c'était vraiment pour moi, disons, un moyen extraordinaire d'approfondir ma peinture. Et c'est là que j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était plutôt de faire, de m'exprimer, de dire ce que j'avais dans les tripes. Et puis pour le reste, j'en avais strictement rien à cirer. Ni des expos, ni des réseaux sociaux. Voilà, j'ai quelques peintures sur mon site, sur un petit site qui a été fait pour moi, mais ça s'arrête là. Et en fait, voilà, c'était vraiment des moments très privilégiés de peinture où j'ai pu vraiment approfondir mon sujet. Voilà, je peins pas. Alors ce que je peins, je peux expliquer un petit peu ma peinture. Je pense essentiellement des expressions, enfin c'est quand même, je suis un peu de la tendance expressionniste, c'est-à-dire que je peins pas des paysages, je peins surtout des personnages qui sont souvent très expressifs, où il y a une émotion, ou peut-être c'est une émotion que je ressens, c'est peut-être quelque chose que j'ai besoin de sortir de moi, mais je peins beaucoup à l'instinct, c'est-à-dire que j'intellectualise pas du tout ce que je fais, je dis pas voilà il faut que je fasse bleu, il faut que je fasse jaune, il faut que je fasse rouge, il faut que là je blanchisse, etc. J'y vais un peu avec mes tripes. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas du tout intellectualisé, et ça me fait énormément de bien de pouvoir jeter sur la toile des émotions que voilà, j'espère je fais partager avec d'autres. Et puis ça m'a certainement beaucoup aidé dans mon chemin, parce que j'ai été quand même très malade en psychiatrie il y a 10 ans. Et je pense que par la peinture, j'ai réussi à sortir quelque chose de moi qui fait que je me sens bien avec ce médium. Et puis que finalement, j'ai l'impression que je raconte une histoire. Voilà, je raconte une histoire, je raconte un peu ma vie à travers mes peintures. Il y a toujours dans une peinture quelque chose de très personnel, et je pense que je raconte un peu mon histoire, et j'ai plaisir à le faire. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, donc maintenant je peins dans d'autres. Alors l'atelier du non-faire, bon, c'est un peu une histoire un peu douloureuse malgré tout, parce que Christian Sabas est parti à la retraite, et il était salarié de Maison Blanche pour assurer cet atelier de peinture. Il est parti à la retraite, et depuis, la grande question est de savoir ce que vont advenir toutes ces toiles qui sont dans le pavillon 53 à Maison Blanche. Et c'est un vrai combat. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que on peut pas dire que l'atelier du non-faire n'existe plus. Bon, il n'y a plus à l'heure actuelle d'endroit pour y peindre, mais il y a quand même, l'atelier du non-faire a fédéré énormément de gens qui ont approuvé, puis qui ont été vraiment sympathiques, qui ont adhéré complètement à la philosophie de la création dans cet endroit. Et donc, il continue aujourd'hui, malgré qu'il n'y ait plus de lieu pour peindre, d'avoir des relations à l'extérieur, des gens qui soutiennent le non-faire, des gens qui font des démarches, des gens qui se mobilisent, des gens qui soutiennent. Il y a même une fois par semaine, le lundi matin, une petite réunion avec les sympathisants du non-faire. Alors cette petite réunion se passe
dans un GEM. Alors le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Et ça se passe au GEM Connexion Plus qui se trouve près du Châtelet. Donc tous les lundis matins de 10h à midi se réunissent les gens qui discutent, qui blaguent aussi, qui discutent de choses et d'autres, de création, de l'avenir du non-faire, de ce qui va se passer. Donc il y a quand même, je veux dire, c'est pas le désespoir complet. On n'a plus de local pour peindre pour l'instant, mais malgré tout, il continue à y avoir une solidarité très grande autour de ce qui a été fait à l'atelier du non-faire. Alors, l'endroit, le pavillon 53, est toujours visitable, donc on peut le visiter si on prend rendez-vous, si on s'organise. Alors c'est un endroit, c'est assez impressionnant parce qu'il y a 8000 toiles qui sont installées de manière très 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 bien mise en valeur, des toiles qui font 2 mètres sur 3 qui pendent du plafond qui fait 5 mètres de haut, et il y en a partout, absolument partout, et c'est un endroit magique. Alors on rentre dans cet endroit, on est pris quand même par quelque chose de très fort, quoi. On a l'impression, les gens qui ont sorti de leur tripes des choses qu'ils voulaient mettre sur papier. Alors il y a beaucoup d'inscriptions au mur, les gens ont laissé des mots, des ressentis, des phrases. Donc tout le pavillon a des mots, des textes écrits. Il y a un piano, il y a un vieux piano à l'entrée. Et puis il y a tous ces couloirs qui sont des anciens couloirs asilaires où jonchent partout par terre, sur les murs, au plafond, des peintures faites par des centaines et des centaines de patients qui sont passés par là. Donc voilà, j'ai passé vraiment des moments extraordinaires, et je pense que c'est un endroit qui... Enfin, le fait de peindre avec Christian Sabat, ça a été une expérience extraordinaire, je pense, dans ma guérison personnelle déjà, et dans mon cheminement à travers ma peinture, où au point de départ, disons, j'avais un peu peur, et puis j'ai senti que j'avais une énergie en moi qui me permettait de faire, surtout de créer, puis d'exprimer des choses. Et progressivement, je me suis sentie de plus en plus personnelle dans ce travail. Au début, il y a 40 ans, Christian était jeune infirmier psychiatrique, et il a été affecté donc à un service de psychiatrie générale où on lui demandait de faire des piqûres et puis de distribuer des médicaments, du chimique à ses patients. Et lui, il a refusé de faire ça, tout simplement. Donc pour lui, le soin ne passait pas par le chimique. Mais il aimait sortir avec les patients, aller faire se balader, blaguer avec eux, faire de la musique, faire de la peinture. Et donc il a forcément eu des problèmes avec l'institution. Les gens se demandaient quel était ce gars-là qui était atypique en son genre, lui-même très artiste. Christian est quelqu'un de très artiste, qui fait de la peinture et de la musique énormément. Et il y a 2 médecins qui lui ont fait confiance, enfin qui ont trouvé que c'était une forme de soin que de faire peindre les gens, et que c'était une forme de soin. Et donc ils lui ont laissé un pavillon entier, en disant ben voilà, ton travail maintenant ce sera d'accueillir les gens, de leur donner des pinceaux, des peintures, les faire peindre, mettre en valeur leur travail, etc. Mais ça n'a pas été... c'était quand même un combat assez rude, parce que l'hôpital psychiatrique, l'institution a été quand même en désaccord avec les manières de faire de Christian Sabas pendant longtemps. Donc c'était un conflit avec l'institution qui estimait que quand même, bien qu'il y ait quelques médecins qui l'aient soutenu, l'institution en elle-même n'était pas d'accord avec les pratiques de Christian.
pensant qu'il valait mieux faire des soins conventionnels et que faire de la peinture, il prenait un peu finalement les patients pour de la merde en disant de toute façon ils savent pas peindre, ils savent pas dessiner, c'est pas des artistes, c'est du n'importe quoi ce qu'ils font. Et en fait, souvent Christian me raconte qu'au début, après chaque journée, il venait balayer les peintures des patients, quoi, il les mettait à la poubelle. Donc, je veux dire parce que voilà, c'était une manière, c'était un passe-temps, mais que les gens n'avaient pas de talent, qu'ils faisaient du n'importe quoi, etc. Donc, et nous-mêmes, je veux dire. Il y a 1 ou 2 ans, Maison Blanche, quand on nous a demandé de partir, parce que ce qui s'est passé, c'est que le bâtiment du pavillon qui était réservé à la peinture est voué à la démolition. Et comme on n'a pas d'alternative pour entreposer les peintures, eh bien ils nous ont un peu mis à pied et puis ils ont commencé à mettre à la benne, à la poubelle, un certain nombre de nos œuvres. Donc les relations avec l'institution psychiatrique sont quand même très difficiles. Je veux dire, faut bien penser que c'est quand même 2 mondes incompatibles. Le monde de la libre création et puis le monde de l'institution qui est bien cadré, où il faut essayer de mettre sous camisole chimique les patients pour qu'ils s'expriment pas, surtout qu'ils dorment le plus longtemps possible, qu'ils restent allongés sur leur lit, qu'ils fassent 5 petits pas, mais surtout qu'ils ne créent pas, c'est mauvais pour eux, ils vont se prendre pour peintres, c'est pas bon pour leur psychisme. Enfin bon, il y avait un peu tout ça qui rentrait en ligne de compte. Et bon, ça nous a bien sûr tous révoltés. Et, je veux dire, c'est pour ça que les choses sont très difficiles aussi avec Maison Blanche. C'est-à-dire que on peut s'attendre quand même à ce qu'un jour, peut-être, si on trouve pas de lieu pour déménager toutes ces toiles qui sont quand même en grand nombre, où il y a des toiles vraiment mais extraordinaires. Bon, il y a une pelleteuse ou une grue qui va passer par là, qui va tout raser et puis ce sera terminé, quoi. Donc c'est vraiment un combat qu'on continue à mener, mais qui est très difficile parce que l'institution, bien évidemment, comme partout, est très très lente et puis n'est pas tellement ouverte aux idées de ce type-là, et finalement estime la reconnaissance du travail. Et certes, effectivement, il y a un très grand nombre de personnes qui fédèrent quand même qui continuent à fédérer le non-faire. C'est-à-dire que les gens continuent à soutenir, on a beaucoup de soutien, il y a un réseau de personnes qui ont fréquenté de près ou de loin le non-faire, qui continuent à se manifester. Donc par exemple, 1 fois par an encore, cette année je ne sais pas si ça se fera, mais l'année prochaine certainement, 1 fois par an on fait un symposium. Donc un symposium, c'est 1 journée ou 2 où on expose des peintures dans un local. Et il y a des intervenants qui lisent des textes, qui font des spectacles de danse, de musique, de choses, et il y a énormément de monde qui viennent à ces symposiums du non-faire. Je pense que je sais pas, la dernière fois c'était au Vent se lève. Le Vent se lève, je me rappelle plus exactement où c'est du côté du métro Ourcq, si je me rappelle bien, et c'est une très grande salle de spectacle où on est exposé, je sais pas, peut-être 200 ou 300 toiles, et où il y a eu des intervenants qui ont parlé de philosophie, aussi de psychiatrie un peu pour certains, qui ont lu des textes, qui ont fait de la danse, qui ont fait des petits spectacles, et vraiment, donc on essaye je pense qu'il y a une énergie quand même autour du non-faire qui subsiste. On peut pas dire que le non-faire n'existe plus. Je ne pense pas. Je pense qu'il existe toujours par la solidarité qu'on a trouvé à l'extérieur. Il n'existe plus dans le matériel, on va dire. Matériellement, on est coincé, on peut plus faire comme on faisait avant. Mais dans la solidarité, il continue d'exister quand même. Bien.
Et, Ouais. ouais. Et Oui, alors, c'est un peu rassurant quand même parce que au point de départ c'était pas gagné, mais je veux dire les gens n'ont pas laissé tomber parce que on avait des ennuis avec Maison Blanche et parce qu'on avait des ennuis, il fallait fermer les locaux quoi. Il y a eu une solidarité qui est restée. alors que tu disais que vous aviez travaillé dans des conditions assez rudes, donc pendant une dizaine d'années en plus. Oui, alors depuis 2005, en fait, il y a eu la sectorisation de Maison Blanche, c'est-à-dire que les pavillons ont fermé les uns après les autres pour se retrouver sur Paris. C'est la tendance de la psychiatrie moderne, c'est de renvoyer les gens en ville pour qu'ils se fassent soigner en ville. Et donc les pavillons étaient désertés, donc il y a eu beaucoup moins de patients qui sont venus au pavillon 53 pour peindre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coupé l'eau, l'électricité, le chauffage. Donc depuis 2005, nous, on était courageux, on voulait y aller. Et on y allait, même en plein hiver, on y allait dans des conditions sans eau, sans électricité, sans chauffage, avec des doudounes. On devait aller chercher l'eau dans le pavillon d'à côté pour peindre. Enfin, c'était des conditions. Donc, oui, pendant 10 ans, on n'a pas eu de confort du tout pour travailler. Ça a été vraiment assez rude physiquement aussi, mais. Bon, on avait plaisir à s'y retrouver quand même, on avait envie d'y aller, c'était l'essentiel. Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, plaque on sort les échelles et les chalumeaux, franco. On grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore. Nous travaillons encore. Et encore, et encore. Des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières, embarque. Prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin, encore. Les rallumer encore. Et encore, et encore. Rallumer l'étoile. Rallumer l'étoile. Il c'est haut notre idéal. Il c'est haut nos idées, haut nos idées. Rallumer l'étoile. Rallumer l'étoile. Il c'est haut notre idéal. Il c'est haut nos idées, haut nos idées. Oh, 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 oh.
c'était Rallumeur d'étoiles par HK et les Saltimbanques. Et tout de suite, les expos. Voilà, sur Radio Soupente. Oui, on va pas recommencer encore une fois. Je pense que vous avez compris, on était sur la station Radio Soupente. Hein. Alors, les expos, un petit mail qui est arrivé cette semaine, un mail de Christine Meller. Christine Meller, c'est la compagne de Raoul Velasco qui travaille à l'atelier pour l'art et les stands populaires rue des Cascades à Paris et également au Lilas. Donc là, tirage d'hiver, c'est une exposition du 20 au 23 décembre, du jeudi au dimanche de 14 à 20h à la galerie des AAB, 1 rue Francis Picabia au métro Couronne, dans le 20e arrondissement. Donc c'est une exposition d'estampes et de livres d'artistes produits donc au sein de cet atelier au Lilas pour la typographie et l'estampe, donc réalisé par un collectif de 13 artistes issus de celui-ci. Je mettrai le lien sur le blog, j'ai un petit peu regardé, il y a des œuvres qui ont l'air pas mal du tout. Qui sont à vendre et je pense que c'est à des prix complètement abordables pour quand on voit quand on voit qu'ils ne prennent pas ils font pas payer les artistes qui exposent dans la rue des Cascades, je pense que les prix sont abordables pour les fêtes de Noël. Mais c'est vraiment des cas, ces deux-là. Alors, il y a une exposition Timothy Archer dans le Nord. Alors, le commissariat d'exposition est Dominique Paula d'Ardouin, cette galerie qu'on apprécie énormément, qui avait sa galerie rue Quincampoix. Donc, c'est une exposition, c'est à la Maison Folie Hospice d'Avray, 100 rue de Tournai à Tourcoing. Et en fait, ça s'appelle, que je dise pas de bêtises. C'est pas possible. Dialogue avec les anges, voilà, parce que c'est dans un bâtiment religieux, en fait, où il y a eu toute une vie autour avec les sœurs qui étaient là, et Timothy Archer a travaillé là-dessus. Troisième exposition, c'est Fabienne Gilles. Alors Fabienne Gilles est une céramiste qui habite à côté de chez moi, qui nous avait permis de rencontrer Bernadette et d'avoir toutes ces émissions de parler des frigos de Paris. Là, ah ben non, Piquet quand même, ça te fait un rond quand même, t'es un peu... Bon, je veux rien dire, Piquet, mais quand même. Et voilà, donc Fabienne a son atelier de céramique au 80 rue Condorcet et elle fait des portes ouvertes vendredi 21 décembre de 17h à 20h et samedi 22 décembre de 10h à 19h. Elle expose avec d'autres artistes, dont une céramiste que j'ai rencontrée hier qui s'appelle Marianne Kochling. Et en fait, en papotant, Marianne m'a appris que son arrière-grand-père était Jules Grandjean, cet affichiste libertaire. Donc je pense que nous allons prendre rendez-vous pour l'interviewer. Sa maman, donc la petite fille de Jules Grandjean, a fait tout l'archivage du travail de son grand-père et c'est elle qui a fait éditer des livres, donc je pense qu'elle a aussi beaucoup de choses à nous raconter. Non, vous imaginez Grandjean, mais ça vous dit rien, Grandjean, enfin mince, un libertaire, un administrateur, un cartooniste, ça fait bon. Voilà, qui a travaillé à l'assiette au beurre, qui a travaillé au Temps Nouveau. Enfin voilà, il y a quand même, je pense que là il y a quelque chose de sympa à se mettre sous la follement sympa. Voilà. On peut rappeler rapidement les expositions qu'on a déjà visitées. Ferdinand Gueldry à Nogent-sur-Marne, Gustave Moreau au musée Gustave Moreau vers le songe et l'abstrait, pour les contes cruels de Paul Arrigo à l'Orangerie des Tuileries, Transmission Transgression au musée Antoine Bourdelle dans le 14e arrondissement, les affiches de presse au musée Eugène Carrière jusqu'au 31 mars, et là c'est seulement le dimanche, et celle-ci nous ne l'avons pas encore vue. Donc vous y allez, hein, c'est à Gournay, on va y aller surtout parce qu'il y a une grande balade à pince, hein. Alors là ma camarade pour ça elle est au top, elle est devant, et moi je suis derrière, je rame comme un canard, et on arrive à Gournay, on va au musée, et puis après en sortant, on va peut-être aller se restaurer à la pizzeria qui est au bord de la Marne. Peut-être, hein, j'ai rien de sûr. Hein. Voilà, le culturel de la semaine, Robert, le troisième homme, tu te souviens? Oh bah oui, avec Orson Welles. Voilà. Ouais, pas mal. J'avais jamais vu ce chose-là. Comment dirais-je, c'est l'histoire d'une manip. C'est un genre de truc d'espionnage. Bah, c'est un bouquin de Graham Greene, en fait. Oui, Graham Greene, oui. Non, c'est passionnant. Je me souviens plus très bien du film. Ouais, si c'est un film en noir et blanc. Le relais, ma camarade, ça m'intéresserait. Non, c'est un film en noir et blanc avec une
des photos, mais des photos incroyables, des jeux d'ombre, de lumière. Orson Welles qui apparaît presque en fin de film dans l'ombre avec une lumière qui arrive dessus sous un porche, des scènes connues comme cette scène de la grande roue. En fait, c'est toute une recherche d'un meurtre. Voilà. En fait, il y a une histoire policière, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment tout ce travail de montage et de photos, quoi. De photos qui crée une ambiance, quoi. Voilà. Et parce qu'à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les directeurs de la photographie, qui étaient des pointures, hein. Ça a disparu maintenant, parce que simplement avec du noir et blanc, faire des choses aussi magnifiques, c'est invraisemblable. Voilà. Non, c'est un film à voir pour les amateurs de films polars et pour les amateurs d'Orson Welles aussi, qui est pas une petite pointure, c'est moins compliqué. On a vraiment l'impression de retrouver ce film de l'expressionnisme allemand, quoi, la Murnau, là, avec des jeux d'acteurs et d'ombre et de lumière. Alors ce film a été tourné sur les champs de ruines de la ville de Vienne. Voilà, c'est tourné en 49, vous imaginez, c'est 4 ans après la guerre, mais Vienne n'était pas encore remise des ruines dues au bombardement de cette guerre. Voilà. Voilà, donc un film à revoir, parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Moi, je ne l'avais jamais vu, je l'ai emprunté à la médiathèque de Montreuil. Donc c'est possible que beaucoup d'entre vous ne l'aient pas vu non plus, hein, parce que sinon on ne l'a pas vu. Hein, bon. Dans les lectures, Robert, tu as quelque chose de spécial? Non. Moi, j'avais envie de parler rapidement de la Hulotte, parce que je suis abonnée à la Hulotte depuis des années. Depuis le début. Depuis le début, la Hulotte, c'est un petit journal écolo fait par un ancien astite, parce qu'en fait, quand il a commencé à faire son journal, il pensait prendre une année sabbatique, et puis finalement, ça a pris tellement de place qu'il a arrêté d'être astite pour se consacrer, donc il fait tout. Il fait le texte, il fait les dessins, c'est une mine. Magnifique. Voilà, c'est une mine, c'est sur la nature, c'est très pédagogique, il anime toute cette nature, que ce soit, alors, il y a des numéros ça peut être sur les arbres, sur les fleurs, sur les plantes, sur les crapauds, enfin. Et là, les 2 derniers numéros sont sur le lierre et c'est particulièrement attachant parce que moi, ça m'a remis des idées en place sur qu'est-ce qu'on fait quand on a du lierre qui grimpe sur un arbre. Est-ce que c'est un parasite, pas un parasite? Et lui, en fait, il met tout ce lierre en vie et du coup, après, on peut plus du tout arracher le lierre des arbres. C'est pas possible. Alors moi, j'ai toujours appris que c'était très mauvais pour les arbres, etc. Carrément, c'était des boa constrictors de l'arbre. Pas du tout. Voilà. Et puis lui, il fait des dessins, mais à la plume, mais il faut voir le travail. Hein. Si vous voulez, maintenant, avec l'ordinateur, on a Photoshop, on a Design, on a tous les... Je ne sais pas comment on dit ça, vous connaissez tout ça mieux que moi. Mais lui, c'est avec une petite plume à dessin, comme il y en avait avant, il y en a toujours, remarquez, il y a toujours des gens qui savent dessiner à la plume, mais lui, par contre, c'est un virtuose de la plume. Ah ouais, c'est vraiment un virtuose, c'est vraiment... Il y a un documentaliste, enfin, vous savez, les études documentaires, voilà, il fait des études documentaires à la plume. Voilà, et je crois qu'il fait tout seul. Alors quand on s'abonne, c'est bien, parce qu'il y a 2 numéros par an, donc on s'abonne pour 6 numéros, ce qui fait qu'on s'abonne pour 3 ans. Non, mais, c'est pas mal. Ça, c'est un rythme qui n'existe plus aujourd'hui, voyez-vous. Pour faire du business, il y aurait une Hulotte au moins par semaine, si c'est pas 2, et ça serait pas 2 par an, hein, voyez-vous. Ouais. Ça, c'est contre-productif, totalement contre-productif. Un mauvais exemple. Et si on est passionné, que là, on a la révélation de sa vie, on peut recommander tous les anciens numéros. Ah ouais. Et qu'on peut mettre après dans des coffrets. Non, c'est vraiment quelque chose à garder chez soi, à lire, à relire, parce que, en fait, moi, je me rappelle de celui sur les abeilles, où effectivement, on est à l'intérieur de cette ruche, les abeilles parlent, on sait ce qu'elles font. Enfin... Ah ben là, et quand j'étais dans le sud... Moi, je me suis abonné au tout début, quand j'étais dans le sud, justement, parce que j'avais des abeilles. Et puis, il y avait plein de choses que j'avais plus, évidemment, que j'ai perdu, mais c'était vraiment... Alors, quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes en ville, ça vous fait rêver de la campagne, mais quand vous êtes à la campagne et que vous pouvez voir ce que vous avez regardé, que vous pouvez voir en vrai, ce que vous avez lu et vu sur la Hulotte, c'est quelque chose de formidable. Vous dire, ah oui, ça c'est vu dans la Hulotte, ah oui, ça aussi. Et puis vous regardez, vous comparez, et c'est vraiment un travail remarquable de documentation. Voyez-vous ? Voilà. Bon, je mettrai le lien sur le site. Alors l'émission
Radio Sous Pente et la station, comme vous le savez maintenant peut-être un peu, des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni perdu dans une banlieue lointaine et diffusant sur Internet arakai.fr. Vous tapez Arakai, ça suffit, et vous arrivez tout de suite sur YouTube et sur notre blog. Enfin bref, vous y arrivez, quoi. Voilà. Et on va remercier tout de suite dans la foulée tous nos camarades, auditeurs, auditrices, Claude et André de la Nation, Karine, dite Karinouzette, d'un petit bled pourri, paumé du côté de Pontoise. Hein. Non, c'est pas une tonkinoise, hein, vous faites pas de votre cinéma là. Marie-Christine Béguet, qui est une graveuse gardoise de Pugeot, Christiane, qui est une femme de ménage parisienne, qui nettoie une librairie qu'on fréquentait jadis, voilà, rue Hamelon, pas loin de la République, métro Bercanfi du Calvaire ou République, voilà. Une femme de ménage d'élite qu'on a rencontrée au cours d'une manif au Mur des Fédérés, qu'on adore. Claude et William, c'est nos... Toutefois, c'est des dédicaces tout à fait particulières, nos auditeurs bretons, de Brest. D'ailleurs, ce que je veux leur dire à Claude et William, c'est que si un jour ils sont de passage en région parisienne, qu'ils nous mettent un mot, j'aimerais bien qu'on aille boire un pot ensemble. Bah ouais, au moins un pot, hein, parce que pas des crêpes, hein, c'est pas la peine, puisque vous mangez là quotidiennement en Bretagne. On pourrait se taper chapeau, moi, une pizza, ou un couscous au café salé, par exemple. Voilà, Jean-Paul Souvraz, un camarade peintre, mais alors pas n'importe quel barbouilleur, hein, c'est poussé, c'est Jean-Paul Souvraz, qui habite à Coude-de-Cabranche du côté de Dunkerque, justement, vous en parlez tout à l'heure, voilà. Petite rue charmante, une petite maison craquée avec un petit jardinet, tout ça. Claudine, c'est la pote à ma camarade Piquet-Cou, qui est une espèce d'historienne d'art, comment dirais-je, sauvage. Elle n'est pas référencée, mais bon, voilà, qui donne des coups de main de temps en temps à ma camarade pour des sujets peintureux, parce qu'elle a une bibliothèque d'art, mais il faut voir. Moi, je ne l'ai pas vue, malheureusement, et heureusement, parce que si je la voyais, j'en ferais certainement une syncope. Annie, qui est une militante, une camarade qu'on connaît depuis un bon bout de temps déjà, qui jadis nous a fabriqué des gâteaux somptueux. Et notre stalinien préféré, Jean-Claude, Jean Peduzzi du Val d'Oise, qui nous envoie tout le temps, d'une manière complètement périodique, des infos, des dessins, des trucs drôles, des trucs moins drôles, voilà, dont on se sert ou on ne se sert pas, mais qui nous restent dans la tête et dans les jambes, si on peut dire ça comme ça. Corinne, une tapissière, mais alors, je vous dis, pour quelque chose, hein. D'abord, on va pour le 1er janvier, mais le lendemain de la fête, hein, elle nous a concocté une potée lorraine qu'on va partager ici dans la soupente avec Fredo et ma camarade Piquico. On sera 5. Ça tombe bien parce que la soupente, elle est équipée de 5 verres à pied, c'est tout, il n'y en a pas plus. Et aussi une pensée émue pour notre Arlésienne du Caire, Joël, qui est, paraît-il, parti au Mali en ce moment. On ne sait pas ce qu'il fabrique, mais aller au Mali en ce moment, il faut vraiment ou être courageux ou avoir envie d'en finir avec la vie. Hein. Bon, enfin, on lui souhaite un bon séjour au Mali, dans les sables maliens, avec ses camarades crapahuteurs. Qui sait avec qui il est parti là-bas? Je crois qu'elle nous l'avait dit. Bon, enfin bref. Et Sabine, Anne-Emmanuel et Frédéric, qui dit Fredo, qui sont des artistes aussi amis avec Corinne et avec Joël, voilà, des artistes. Et alors Sabine, on vous en a parlé, Anne-Emmanuel aussi qui travaille, qui est une illustratrice, une peintre, assez quand même commence à être reconnue. Et Frédéric qui peint aussi et qui habite à l'île Anche-Nord. Alors ça nous rend doublement sympathique qu'il soit originaire de cette magnifique ville nordiste. Juliette Planck, en exil et en relégation à Rochefort-sur-Mer, une graveuse qu'on adore. Clément, dont on n'a plus de nouvelles, il nous inquiète. Alors Clément, si tu écoutes une fois cette émission en passant, hein, donne-nous tes nouvelles parce que Piquet-Cou,
elle recherche frénétiquement où tu peux bien être passé, et puis elle trouve pas. Alors quand elle trouve pas, ça la met de méchante humeur. Et si elle est de méchante humeur, j'en paye les pots cassés. Clément, qui est un graveur aussi, qui grave sur tout ce qui bouge, on l'appelle le Vincent Van Gogh de la gravure. Thierry Morciot, un autre graveur, mon abonné à la gravure, mais belge cette fois-ci, mais qui aussi fait des travaille sur le cuivre, lui, par contre, ça va pas sur le bois. Voilà, on a fait un travail remarquable, un peu fantastique, un peu comme on aime, un peu comme les gens du Nord sont. Vous voyez, une filiation de gravure un peu fantastique. On a Colette, qui est la compagne de Feu Odon, et qui vit pour entretenir la mémoire de son compagnon, en essayant de trouver des lieux pour exposer son œuvre, etc., etc. Une œuvre superbe dont on avait évoqué la teneur ou la tenue, je ne sais pas comment dire, ici même, ainsi que Jacqueline Imbert, qui est aussi son compagnon Raymond Imbert, a disparu tôt, jeune, à 58 ans, voilà, et qui elle aussi entretient la mémoire de son œuvre, une œuvre complètement folle. On en a parlé ici, moi qui m'a complètement tourné, et grâce à elle, j'ai enfin compris ce que c'était que de l'art abstrait, qui n'est en fait pas abstrait du tout, qui est de l'art figuratif, mais qu'on doit regarder très attentivement pour s'en apercevoir. C'est une espèce de passerelle entre l'art abstrait et l'art figuratif. C'est le chaînon manquant, enfin qui me manquait à moi pour comprendre un peu ce que c'est que l'art abstrait. Dit abstrait, mais qui n'est pas abstrait du tout. Liliane et Laurence, deux sœurs qui écrivent des polars ensemble sous le pseudo de Claude Isner, c'est ça, hein Voilà. Mais des polars, c'est pas des polars, c'est pas la série Rose, attention. Hein. Bon, très bien documenté historiquement, on peut apprendre plein de choses sur l'histoire de Paris particulièrement, à travers les aventures de ces personnages. Michel Pelloual, un peintre émérite, mon voisin du dessus, comme je l'appelle, moi il m'appelle son voisin du dessous, voilà, c'est très original, mais un peintre un peu, j'irais dans la veine de Raymond Imbert, voilà, un peintre qui peine, c'est des paysages complètement foldingues aussi. Voilà. Marie-Christine Perrondet et Christophe, deux militants syndicalistes, dont vous avez sûrement entendu parler si vous êtes des auditeurs fidèles. Marie-France, une militante de la FPS aussi, qu'on a rencontrée voilà, après nos pétarades antisémites. Larousse Flamboyante, hein, cette Florence, arrière-petite-fille de Communard, qui anime 2 émissions sur radio dite libertaire, voilà. Aude, dont on nous a parlé aujourd'hui, là, qui a une émission qui s'appelle Transbord sur Radio Libertaire, mais qui a, à part cette émission, un travail de terrain assez extraordinaire, particulièrement avec cet atelier du non-faire. José Arthur du Mélange, aussi sur Radio Libertaire, et Thierry de Trafic, aussi sur Radio Libertaire. Voilà. Des camarades qui nous ont pas trop tatané le cul et traité d'antisémitisme notoire. Antisémite notoire, pardon. Voilà, c'est bon. Hein, on va pas vous tartiner encore là-dessus. Mais si vous voulez aller sur le blog de l'émission, vous pouvez cliquer sur deux dessins. Voilà, ma camarade me fait signe que je dois me dépêcher parce qu'on a une tarte à manger. Que tu dois te réveiller surtout. Que je dois me réveiller. Oui, voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr, ce que j'ai dit. Et on arrête ici. On se vous dit à l'année prochaine, en vous souhaitant un passage pas trop douloureux d'une année à l'autre. Douloureux surtout pour le système digestif, mais aussi pour le moral pour certains, comme moi. Voilà. Bonne fin d'année à tous et puis à l'année prochaine. Au revoir. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras,
faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie, sous l'étendard sans élevé. Entendez-vous, dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté